Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Le 27 février 2020, un premier cas de COVID est détecté au Québec et officiellement confirmé le lendemain. Le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé déclare officiellement que la maladie à coronavirus peut être qualifiée en pandémie. Après cela, et précisément le 22 mars, nous avons dû affronter le premier confinement au Québec. À partir de ce moment, notre réalité est soumise à de nouvelles règles, certaines plus difficiles à gérer que d'autres. Bien que nous avons réussi à produire en temps record plus d'un vaccin capable de lutter contre la COVID-19, ce n'est pas une panacée pour la pandémie. Maintenant, on parle aussi de variante du virus, une souche plus contagieuse et plus sévère. Certaines d'entre elles ont déjà été identifiées en sol québécois. Et à ce stade, il est inévitable de se demander, les vaccins sont-ils efficaces contre ces nouvelles variantes? Où sommes-nous actuellement? Avec vous, Amal Laksasi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais, organisation qui fête ses 10 premières années de fonctionnement en 2021, toujours au service de la communauté dentaire de la région. Pour ce soir, je vous ai préparé un sujet de grande importance pour nous tous en tant que professionnels et en tant qu'êtres humains. C'est pourquoi j'ai décidé de commencer notre rencontre par ce bref résumé de la situation, mais il est temps d'approfondir le sujet et pour cela, nous allons accueillir le Dr Jean Barbeau, microbiologiste et professeur titulaire à la Faculté de médecine dentaire et à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Bonsoir, Dr Barbeau. Bonsoir, Amal. Bonsoir, tout le monde. J'aimerais juste vous dire que ça m'affiche 254 personnes en direct. Merci à toutes ces personnes-là qui ont pris leur soirée pour qu'ils participent avec nous pour cette belle rencontre. Alors, Dr Barbeau, avant de commencer, je vais leur demander à ne pas oublier d'aimer et de partager notre émission afin que cette information puisse atteindre le plus grand nombre de personnes de notre communauté dentaire. Ce soir, Dr Barbeau est avec nous pour répondre aussi à toutes vos questions. Alors, n'hésitez surtout pas d'utiliser la barre commentaire pour inscrire vos questions. Dr Barbeau, alors, vous allez nous faire une mise à jour, en fait, sur les vaccins contre la COVID-19. On va commencer par la mise à jour. OK, on commence tout de suite avec une mise à jour. Je ne commence pas avec des questions, donc je peux tout de suite... vous savez que je peux parler beaucoup. Je vais tenter d'être le plus bref possible pour qu'on puisse ouvrir un espace de discussion. Je pense que c'est souvent ça qui est le plus important. Alors, écoutez, je vais vous faire une petite mise à jour pour tout de suite de quelques éléments intéressants sur le vaccin. Alors, il est toujours intéressant de... Est-ce que vous voyez mon écran, le partage? C'est bon? Oui, docteur. Parfait. Oui, on voit ça. OK. Alors, écoutez, je ne vais pas vous faire je ne vais pas vous donner un cours complet sur les vaccins contre la COVID, mais je vais vous donner un peu où on en est présentement. Alors, juste pour vous donner une bonne idée, présentement, là, on a quelque chose comme ce que vous voyez à l'écran, donc plusieurs vaccins qui sont soit en phase 1, en phase 2, en phase 3. Donc, vous voyez que la majorité des vaccins sont encore en phase d'essais cliniques. Autrement dit, ils ne sont pas encore développés au niveau expérimental, au point de vue donc commercial.
On se retrouve avec essentiellement 6 vaccins qui sont autorisés, approuvés 4. Il y en a quand même 4 qui ont déjà été abandonnés, entre autres par la compagnie Merck, là, qui, pour différentes raisons, les compagnies peuvent décider d'abandonner le projet en cours de route. La plupart du temps, c'est que le vaccin ne réussit pas à atteindre le 50% d'efficacité qui est normalement je vous dirais, la barre minimale à atteindre pour qu'un vaccin puisse pour se rendre plus loin au niveau commercial. Donc, on se retrouve avec ce que vous avez là, et même si on a des vaccins comme par exemple Pfizer, si on a Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, puis on a vu le vaccin Sputnik, là, Sputnik V de la Russie qui va probablement faire son entrée aussi. Alors, même si on a ces vaccins-là, il y en a d'autres quand même qui vont arriver par la suite, ce qui est une bonne chose. C'est toujours une excellente chose qu'on se retrouve avec plusieurs types de vaccins. Évidemment que ceux que l'on a présentement sont très efficaces, comme je vais vous le présenter un peu plus tard. Mais, pour différentes raisons, entre autres d'approvisionnement, de coûts, de facilité d'utilisation, il ne faut pas oublier que, mis à part les États-Unis, le Canada, l'Europe, il y a un paquet d'autres pays aussi qui vont devoir être approvisionnés en vaccins. Donc, le fait qu'on en ait déjà d'autres sur la courroie de transmission va probablement réussir à augmenter la panoplie de vaccins dont on dispose. OK. Alors, vous avez là essentiellement les vaccins qui sont actuellement les plus avancés. Alors, on a bien sûr Pfizer, BioNTech, on a Moderna, on a donc le vaccin Sputnik, là, qui est Gamaleya, qui nous vient de la Russie, qui est un vaccin qui fonctionne très bien d'après les dernières études qu'on a pu voir. Donc, on a pu avoir quelques doutes au début. Maintenant, il semblerait que ce vaccin-là répond de façon très intéressante en termes d'efficacité. Il semblerait même qu'il soit à peu près en termes d'efficacité l'équivalent de Moderna, Pfizer et BioNTech. On a aussi le vaccin qui est AstraZeneca, dont on entend un peu plus parler présentement, et on y reviendra plus tard à mal. Le vaccin de AstraZeneca, qui démontre lui aussi une très bonne efficacité. Mais là, je devance un peu nos thèmes en vous disant que le vaccin d'AstraZeneca a été suspendu d'utilisation, entre autres en Afrique du Sud, à cause justement des variants dont on va parler un peu plus tard. Ceci étant dit, le AstraZeneca, outre le fait du variant de l'Afrique du Sud, le vaccin d'AstraZeneca est un vaccin qui fonctionne très bien. Et on a aussi des vaccins qui ont déjà été approuvés en Chine, mais qui sont principalement utilisés en Chine présentement. On a aussi le vaccin de Johnson Johnson, qui commence à faire son entrée, mais disons que les deux vaccins qui sont actuellement les plus utilisés, les plus répandus, comme vous le savez, sont le vaccin de Pfizer et Moderna. Pour vous donner une brève, sans vous donner un cours sur les vaccins, je vais vous donner quelques informations en termes de quelle est la plateforme du vaccin. Donc, Johnson Johnson, AstraZeneca, Sputnik fonctionnent sur un vecteur qu'on appelle un adénovirus. Alors, c'est un virus qui a été inactivé, donc il est sécuritaire. Il va servir cet adénovirus-là pour exprimer les protéines de la couronne du coronavirus. Alors, essentiellement, on va prendre un autre virus, qui est l'adénovirus. On va intégrer l'ADN qui code pour la protéine S du coronavirus. Et le vaccin, c'est essentiellement l'adénovirus qui va être injecté, par exemple, au niveau du deltoïde. Le reste va fonctionner essentiellement comme n'importe quel vaccin, c'est-à-dire que là, la cellule qui va avoir intégré l'adénovirus va se mettre à produire les protéines S contre lesquelles on veut produire le vaccin, qu'on veut produire des anticorps, et éventuellement, il va y avoir des anticorps. Donc, je répète, Johnson Johnson, AstraZeneca, Sputnik, ce sont des adénovirus. Pfizer, BioNTech et Moderna, donc Moderna est aussi là-dedans, comme vous le savez. Donc, les premiers vaccins qui nous sont arrivés sont les vaccins qui fonctionnent à base d'une nouvelle technologie. En fait, quand je dis nouvelle, il faut bien comprendre que
les vaccins ou mRNA ne sont pas si nouveaux que ça. Ils sont déjà à l'étude depuis longtemps pour, entre autres, le Zika, pour le VIH, pour la rage. Donc, ce ne sont pas des vaccins expérimentaux en tant que tels. Donc, ils ont déjà été testés dans des études cliniques bien avant la COVID. Je répète aussi un élément important, donc il faut toujours ramener ça, c'est que ce ne sont pas des vaccins, donc les vaccins au mRNA, ce ne sont pas, collectivement, ce n'est pas une thérapie génique. Enlevez-vous ça de la tête, ce n'est pas une thérapie génique. Premièrement, ce n'est pas une thérapie. Ensuite, vos gènes ne seront jamais modifiés. Donc, ce sont des vaccins qui sont très sécuritaires. Donc, Pfizer, BioNTech, Moderna fonctionnent sur justement le mRNA, donc l'ARN messager. Et vous avez ensuite vous avez d'autres technologies qui vont utiliser, donc entre autres Novavax, qui fonctionne sur des protéines. On se rapproche un peu plus d'un vaccin classique, où là, on va s'arranger simplement pour faire produire beaucoup de protéines S. Rappelons-nous que la protéine S, c'est ce qu'on veut attaquer avec nos anticorps. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'arranger pour produire beaucoup de la protéine S donc par une autre cellule en laboratoire, c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, on va purifier la protéine S et on va l'utiliser comme vaccin. Donc, la majorité des vaccins qu'on utilise normalement fonctionnent sur cette technologie-là des protéines. Pour vous donner maintenant une bonne idée au niveau des avancées sur ces vaccins-là, ce que l'on a comme renseignements, les renseignements arrivent de façon là, très régulière dans les publications. Je suis ça à chaque jour. Je vous dirais peut-être 3 ou 4 fois par jour. Il y a des publications qui nous arrivent, des données qui nous arrivent de façon supplémentaire. Vous avez là essentiellement donc les principaux vaccins, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax et Sputnik. Et vous avez la plateforme, c'est-à-dire que c'est un vaccin soit à l'ARN, soit un adénovirus ou des protéines. Ce qui est intéressant à noter là-dedans, c'est la barre qui est en jaune. La colonne qui est en jaune nous dit quoi? Nous donne un chiffre plaisant qui est de 100%. Bon, c'est à peu près 100% pour tous ces vaccins-là. Autrement dit, ils sont à peu près tous équivalents en termes de protection contre les hospitalisations et les formes sévères de la maladie. Donc ça, c'est ce que l'on a présentement. Alors, autrement dit, ce qui est important de bien noter, c'est qu'un vaccin peut fonctionner essentiellement sur deux plans. Soit qu'il va prévenir l'apparition d'une maladie, soit modérée ou sévère, ce que la majorité de ces vaccins-là, ou ce que tous ces vaccins-là vont faire, soit que le vaccin, ou les deux ensemble, soit que le vaccin aussi soit en mesure de faire ce qu'on appelle de stériliser. Stériliser veut dire, ça a l'air terrible, là, mais ça veut dire, autrement dit, empêcher le virus complètement de se répliquer ou donc d'augmenter en nombre dans une personne qui est vaccinée. Autrement dit, si le vaccin parvient justement à éradiquer complètement le virus, comme par exemple le vaccin contre la variole, c'est exactement ce qu'il a fait, la personne à ce moment-là ne devient plus infectieuse. Or ça, c'est la boîte un peu grisâtre dans ces vaccins-là. Tous ces vaccins-là ont principalement été testés pour prévenir les formes modérées ou sévères de la maladie. Et ils réussissent très bien. Là où c'est un peu plus flou, c'est au niveau de savoir s'ils préviennent la propagation du virus chez les personnes qui sont vaccinées. Pfizer et Moderna sont en train de sortir quelques résultats là-dessus. On est en train de regarder un peu ce qui se passe. Il semblerait qu'il y ait une diminution de la charge virale, donc il pourrait y avoir une diminution de la propagation du virus. Mais la compagnie qui, jusqu'à maintenant, a, je vous dirais, le mieux démontré cette capacité à réduire la possibilité d'être infectieux, c'est AstraZeneca. Donc, un très bon vaccin. En fait, tous ces vaccins-là sont très, très bons. Si vous me posez la question tout de suite, je vous dirais que, écoutez, n'importe lequel de ceux-là, là, je prêterais mon épaule sans problème pour être vacciné. Donc, ils sont... En fait, j'ai une question. Oui. Allons-y. J'ai une question pour
beaucoup. Là, vous nous avez présenté vraiment tous ces vaccins-là. Puis d'après ce que je comprends, vous êtes pour tous ces vaccins-là, ont des résultats très encourageants. Est-ce que ces vaccins-là, ils vont être, comme Didier, pour chaque groupe d'âge de la population? Parce que je sais que dans des pays, ils vont pas donner ces vaccins-là à plus que 55 ans. Ils vont plus vacciner une jeune population avec ces vaccins-là, à part Moderna et Pfizer. Oui. Ça, dans tous ces vaccins-là, il faut bien comprendre que les vaccins, bon, évidemment, ils ont été développés rapidement, ce qui est parfait, puis c'est la technologie qui a permis de le faire. Et lorsque les compagnies testent les vaccins, ils vont tenter de tester les vaccins sur une large public, ou en fait des volontaires, dans lesquels il va y avoir différents groupes d'âge. Et parfois, on va arriver à la compagnie va dire, bon, on va attendre avant de libérer le vaccin pour tel groupe d'âge parce qu'il nous reste beaucoup plus par exemple, de données à obtenir. Mais en règle générale, comme je vous dirais, pour Moderna et Pfizer, ils ont été très bien démontrés comme étant très efficaces même pour les personnes âgées, ce qui est déjà très bien, je vous dirais. Personnes âgées, entendons-nous, là, je suis à la veille moi-même d'avoir 60 ans. Les personnes plus matures commencent à avoir éventuellement dépassé à peu près 60-65 ans, commencent à avoir un système immunitaire qui est un peu moins réactif. D'habitude, ces gens-là répondent un peu moins bien au vaccin. Or, avec le vaccin Moderna et le vaccin AstraZeneca, ils se sont rendus compte que ces groupes d'âge-là répondent quand même très bien. Alors, c'est une excellente nouvelle, je vous dis. OK. Ben ça va nous aider à aller chercher plus de doses parce que présentement, on est en manque. Donc, ça va nous aider à aller chercher peut-être ces vaccins-là qui vont nous aider pour la vaccination. J'ai la question de Isabelle Leclerc. Elle vous demande, docteur, elle dit qu'il y a plusieurs autres vaccins arriveront sous peu. Devrions-nous attendre que tout soit utilisé largement pour choisir celui qu'on voudrait recevoir ou personne n'a le choix de ce qu'il va recevoir? C'est une excellente question. Est-ce que les gens vont avoir le choix? Je vous dirais, présentement, les gens n'ont pas vraiment le choix. Parce qu'on a comme à peu près 2 vaccins qui sont ceux qui ont été donc approuvés et qui sont largement utilisés. Alors, c'est soit le Pfizer, soit le Moderna, les principaux. Éventuellement, Johnson & Johnson va arriver, il va y avoir AstraZeneca. Je ne suis pas convaincu que lorsque vous allez vous faire vacciner, ils vont vous dire qu'est-ce que vous voulez choisir. Non. Je ne penserais pas. Ça va dépendre un peu de l'approvisionnement. Mais comme je vous dis, bon, moi, si j'étais dans une clinique de vaccination, puis on me disait, ben, écoutez, vous avez le choix, ben, je pourrais dire, ben, allez-y, suivant votre inspiration. Mais j'aurais tendance à choisir un virus à ARN messager, pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que je les trouve plaisants. C'est des beaux vaccins, c'est une belle technologie, c'est quelque chose qui a très bien démontré son efficacité. Puis je vous dirais, moi, comme scientifique, ben, je fais confiance à ces vaccins-là. Je n'irai pas avoir un vaccin ARN messager dans l'épaule. Mais tous les autres sont aussi très bons. Donc, si j'arrivais dans une clinique de vaccination, ils me disaient, ben, tout ce que vous avez comme choix, c'est AstraZeneca. Allons-y avec l'AstraZeneca. Amal a disparu. Je vais demander vraiment la question à toutes les personnes qui nous écoutent présentement. Est-ce que vous faites confiance à d'autres vaccins autres que Moderna et Pfizer? Là, on va attendre vraiment les réponses. Vous pouvez commenter et nous laisser savoir si vous faites confiance aux autres vaccins. Mais est-ce que Dr Barbeau vous a convaincu là, des autres vaccins? Alors, puis là, Nathalie, je pense, une autre question, elle dit, est-ce qu'on peut mélanger des vaccins? C'est une super de belle question pour laquelle on commence à avoir une super de belle réponse. Oui. Évidemment, les gens se sont dit, ben, avec tous les problèmes d'approvisionnement, personne n'est véritablement responsable des approvisionnements, c'est pas le gouvernement qui est responsable de ça. Avec les problèmes d'approvisionnement, est-ce qu'il serait possible, par exemple, de commencer avec un Moderna, puis d'y aller avec une première dose,
et d'y aller avec une deuxième dose, par exemple, de Pfizer. La question se pose. Évidemment, les compagnies qui développent les vaccins, eux autres, ils ne se sont pas posé cette question-là. Évidemment, ils ont leur vaccin. C'est au niveau de la santé publique et des scientifiques, ensuite, de regarder si les vaccins sont interchangeables. Là où ça commence à être intéressant, c'est si vous prenez le vaccin, par exemple, Sputnik, allons-y avec la Russie. Sputnik fonctionne avec un adénovirus. Donc, c'est pas un vaccin à ARN messager, mais c'est un vaccin avec un adénovirus. Sputnik fonctionne avec 2 doses, évidemment. Bon, je dis évidemment, pas évidemment, parce qu'ils fonctionnent tous avec 2 doses, mais donc, dans le cas de Sputnik, il fonctionne avec 2 doses. Et la compagnie qui fabrique le vaccin Sputnik a dit on va faire 2 doses avec 2 vaccins légèrement différents l'un de l'autre. Autrement dit, ça va être la même protéine S. Ils vont prendre 2 types d'adénovirus. Un premier type pour la première dose, le deuxième type pour la deuxième dose. Je ferme la parenthèse pour vous dire ceci. Les études sont en train de se faire présentement. Donc, on n'a pas la réponse précise, mais les données que l'on a, les connaissances que l'on a, semblent démontrer qu'il pourrait y avoir un avantage au niveau de la force de la deuxième dose en utilisant peut-être 2 vaccins différents. Donc, c'est une question qui est tellement intéressante et tellement importante qu'il y a des études qui sont actuellement en train de tester ça. C'est sûr que c'est long, parce que c'est des études qui doivent être des études cliniques, évidemment, mais ce sont des éléments qu'on est en train de tester et il est fort probable, effectivement, qu'on puisse, d'une dose à une autre, peut-être y aller avec 2 types de vaccins qui sont différents. Docteur Barbeau, est-ce que vous voyez les commentaires à l'écran? Je vois apparaître des oui, j'ai confiance à la science. Oui, je vois ça. Exactement. Écoutez, j'aimerais juste dire à tout le monde qu'on essaie une nouvelle plateforme de diffusion. Alors, on essaie de faire ça de la bonne façon. On s'excuse s'il y a des petites coupures, mais parce que c'est la première fois. Mais je trouve que le système est très, très bien. Fait qu'on va probablement continuer avec cette plateforme. Alors, docteur, j'ai une autre question ici de Huguette Thibault. Elle dit, pourriez-vous simplement distinguer vacciner de immuniser afin d'introduire le concept de mémoire immunitaire et aussi comment connaître sa durée? Ben, écoutez, vacciner, c'est l'acte de vacciner, donc c'est l'acte lui-même d'introduire un vecteur ou d'introduire le vaccin. Immuniser, c'est le résultat de la vaccination. C'est le résultat justement de cette procédure-là. Donc, le vaccin, c'est un acte passablement mécanique d'introduction de ce contre quoi on veut réagir. Évidemment, il y a toute la réponse immunitaire qui va se passer dans l'épaule au niveau du deltoïde. Évidemment qu'il y a toute une réponse immunitaire qui commence là. Mais l'immunisation, c'est lorsqu'on devient immun. Donc, lorsqu'on devient immun, ça veut dire qu'on a développé une immunité. Alors, soit qu'on a développé des anticorps, c'est le principe que l'on tente d'aller chercher avec les vaccins, donc principalement des anticorps, soit qu'on va aller chercher des cellules mémoire. Des cellules mémoire, alors vous avez essentiellement 2 types de cellules mémoire, les lymphocytes B qui vont produire éventuellement des anticorps et les lymphocytes T qu'on appelle lymphocytes T cytotoxiques, qui sont des lymphocytes T capables de détruire les cellules infectées pour libérer le virus qui puisse être pris en charge éventuellement par les anticorps. Donc la mémoire immunitaire est donnée par, à vrai dire, pour à peu près, en fait, tous les vaccins fonctionnent sur le principe d'une mémoire qui est générée, mais la mémoire change en fonction du type de vaccin, va changer en fonction de la personne aussi. Il y a des vaccins qui assurent une mémoire immunologique pendant 1 an, d'autres, si on prenait l'exemple de l'hépatite B, ben, vous avez une immunité qui dépasse les 20 ans. Dans le cas de la COVID, on est encore en train de mesurer les effets à long terme. Il faut bien comprendre les vaccins. Il y a Israël qui a commencé à vacciner sa population à partir de la mi-décembre.
Donc, notre recul n'est pas tellement grand au niveau de savoir combien de temps l'immunité va durer. Mais ce que j'ai pu voir aujourd'hui avec des nouvelles publications, c'est qu'on a une immunité, en fait une mémoire immunologique qui dépasserait fort probablement jusqu'à maintenant, et probablement ça va être plus que ça, qui va dépasser le 8 mois. Donc, autrement dit, si on mesure les anticorps, on peut détecter, entre autres, de l'IgG, l'immunoglobulines principales, on va détecter l'IgG jusqu'à 9 mois après l'introduction d'une première dose. Par contre, les cellules mémoire, les cellules T et les cellules B semblent avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Beaucoup plus longue, ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement dépasser 1 an. Mais il va falloir attendre, encore une fois, d'avoir beaucoup plus de données pour affirmer les choses avec un peu plus de certitude. On a une question ici de Patricia. Docteur, est-ce que vous la voyez? Oui, à combien de temps peut-on évaluer l'inutilité suite... je ne suis pas sûr que je comprends la question, là. Évaluer l'inutilité suite à un vaccin, suite au vaccin. On va passer à cette question de Lilia Chebel. Oui. OK. La question des personnes qui sont immunosupprimées. Alors, les données que l'on a, ce que les compagnies disent, ce que les chercheurs ont évalué, il n'y a pas de problème à ce qu'ils reçoivent les vaccins à l'ARN messager. Il faut bien comprendre ceci. Un vaccin qui fonctionnerait avec un virus atténué représenterait probablement un peu plus de risque pour les personnes qui seraient immunosupprimées. Mais un vaccin ARN n'est pas un vaccin vivant. C'est un bout de matériel génétique du virus qui ne peut pas générer le virus en tant que tel, qui ne peut pas induire de maladie, qui ne peut pas donc rendre la personne malade à cause d'un virus. C'est juste de l'ARN messager. Donc, au niveau des personnes immunosupprimées, il n'y a pas de contre-indication pour les vaccins de Moderna et Pfizer. Est-il normal qu'une personne qui a eu la COVID en 2020 ait eu un vaccin en 2021 et qu'elle ait testé positive à la COVID par la suite? Est-ce que c'est normal? Les données encore que l'on a sur la question de savoir, bon, évidemment, ça va dépendre un peu de quelle manière on va tester. Vous savez que les vaccins, pas les vaccins, mais la présence du virus est testée actuellement avec un test très sensible qui fonctionne avec ce qu'on appelle le PCR. Alors, il semblerait que même une personne qui est guérie, qui ne transmet plus le virus, il est possible qu'on puisse détecter encore du virus pendant un certain temps sans que la personne soit capable de transmettre la maladie. Donc, et on a dans la littérature aussi quelques cas où des personnes, par exemple, ont eu une première infection à la COVID. Il semblerait avoir été réinfectés quelques semaines ou quelques mois plus tard. On en a quelques cas, très, très peu de cas à travers le monde de ça. On ne sait pas exactement pourquoi. Mais il est donc, c'est pas nécessairement anormal de retrouver encore du virus qui puisse être détecté avec ces techniques PCR, même après la disparition de la maladie, que la personne soit guérie. Moi, je vais encourager le monde à répondre aussi à la question, allez-vous vous faire vacciner? Parce que on n'est pas, la population n'est pas sûre encore. Fait que j'aimerais ça poser cette question à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir. Juste nous dire si vous allez vous faire vacciner. Juste commenter. Puis aussi, je vous encourage de poser vos questions à Dr Barbeau. Marie-Claude Parent, elle est hygiéniste dentaire. Elle dit, ce que j'en sais, le vaccin ne nous n'empêche pas d'attraper la COVID-19. Mais fait en sorte qu'on est moins malade si on l'attrape. Une fois vacciné, est-ce qu'on peut transmettre le virus quand même? Est-ce que nos protocoles vont rester les mêmes par rapport à nos clients et à nos collègues? Bon. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le fait d'être vacciné, jusqu'à maintenant, à tout le moins, ne semble pas être associé à tout le moins à une disparition complète du virus. Pfizer, Moderna, même AstraZeneca, ne démontrent pas qu'il y a une
une impossibilité de transmettre le virus. AstraZeneca semblerait, d'après ce que j'ai pu voir encore aujourd'hui, écoutez, c'est tout chaud comme résultat, là. Ce que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est qu'il y aurait une diminution d'à peu près 50% de la quantité de virus qu'une personne va excréter, va libérer lors de la toux, ou lorsqu'elle va parler, ou lorsqu'elle va éternuer. Donc, une diminution de la quantité de virus fait en sorte que la personne est fort probablement moins infectieuse. Combien moins infectieuse? Ça, c'est l'élément que l'on n'a pas véritablement encore en main. Donc, c'est la raison pour laquelle la santé publique à travers le monde, là, tous les organismes de santé publique disent, bon, le vaccin n'est pas la panacée. Le vaccin a atteint l'objectif que l'on visait. L'objectif premier est de s'arranger pour que la personne, si elle a le virus, qu'elle tout le moins elle ne soit pas très malade ou extrêmement malade. Donc, ni besoin d'hospitalisation, ni besoin encore moins de soins intensifs. Les décès vont être aussi, donc, à toute fin pratique, réduits à peu près, je dirais à zéro, mais bon, ça ne sera jamais zéro. Donc, c'est pour ça que les santé publiques disent présentement que même avec un vaccin, et on ne sait pas pendant combien de temps, même avec un vaccin, on va probablement avoir à garder, excusez-moi, à garder encore quelques mesures sanitaires de base. Pour médecine dentaire, faites-vous-en pas trop, parce que ce que vous faisiez avant la COVID et ce que vous faites maintenant en présence de COVID, à part la question de la ventilation qui est arrivée, à part les masques N95, vous allez essentiellement revenir à ce que vous faisiez. Donc, ce sont des mesures sanitaires que vous appliquez déjà en clinique dentaire depuis très longtemps. Dans la population en général, il va probablement falloir garder en tête que pendant toute cette procédure de vaccination, jusqu'à ce que la population mondiale on ait atteint une couverture vaccinale intéressante, il est possible qu'on ait besoin encore de garder un certain niveau de précaution. Ça ne sera pas des couvre-feux. La distanciation, il va y avoir des assouplissements. On va éventuellement revenir à un état, je vous dirais, normal. Mais écoutez, je ne suis pas devin, là. Mais de la façon dont je vois aller les choses, de la façon dont je vois la science évoluer, la façon dont je vois l'efficacité des vaccins, moi, j'ai l'impression qu'à partir de septembre, là, on va se retrouver sans être à un état complètement de normalité telle qu'elle était au début. On va revenir à une quasi-normalité, je vous dirais, à partir de l'automne. C'est ma prévision. Et comme je vous dis, il va falloir voir un peu comment les vaccins fonctionnent. Ce que l'on peut voir, entre autres, avec Israël, qui est en fait le laboratoire international pour voir comment les vaccins fonctionnent et quelle efficacité ils vont avoir pour réduire l'épidémie, à tout le moins en Israël. Les vaccins fonctionnent très bien. La population d'Israël est vaccinée à peu près à 42%, pas loin de 50%, donc. Israël commence déjà à avoir une diminution intéressante là, du nombre d'hospitalisations et une diminution aussi du nombre de nouveaux cas qui apparaissent. Rapidement, Monsieur Trudeau a acheté des vaccins AstraZeneca. Si ça ne fonctionne pas pour les personnes âgées et les variants, je me demande si ça sera utile. Bon. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, à savoir si ça fonctionne pour les personnes âgées. Encore une fois, il y a des données qui continuent à arriver. On aura une certitude de ça un peu plus tard. Pour ce qui est des variants, on va revenir un peu. Bon, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. On peut déjà parler un peu des variants. Bon. L'Afrique du Sud a arrêté la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. Parce que le variant de l'Afrique du Sud, semble donc être capable de contourner ce vaccin-là en particulier. Sauf que c'est un petit nombre de cas, donc un petit échantillonnage de personnes qui ont été échantillonnées. Et c'est des données qui sont encore très fragmentaires. Donc, la littérature ne nous dit pas hors de tout doute que l'AstraZeneca ne fonctionnera pas avec le vaccin, avec le variant de l'Afrique du Sud. C'est une
possibilité, mais les données que j'ai présentement nous disent attendons un peu, c'est pas sûr que l'AstraZeneca ne fonctionnera pas contre le variant de l'Afrique du Sud. On verra. Présentement, comme je vous dis, à tout le moins, on a une longueur d'avance, pas au Canada, parce qu'on n'a pas énormément de variants au Canada, mais l'Afrique du Sud est déjà là, donc ils sont déjà en train de faire sortir beaucoup de données. On aura une idée beaucoup plus précise un peu plus tard. Docteur, j'ai une question de Nathalie Bellemare. Elle dit, le fait de ne pas administrer la deuxième dose du vaccin Moderna ou Pfizer comme prévu pourrait-il rendre le virus plus virulent comme quand on ne prend pas toute sa dose d'un antibiotique, peut rendre les souches résistantes encore plus résistantes? Ça, c'est une belle question, encore une fois. De toutes les questions que vous me posez sont des bonnes questions. OK, je vais mettre les choses, pas les choses au clair, là, ça serait un peu prétentieux de ma part, mais je vais vous situer un peu par rapport à cette notion de une dose, deux doses. Déjà avec une dose, une seule dose, les études, bon, évidemment, les compagnies comme Moderna, AstraZeneca et Pfizer, leurs études ont été conçues, donc le design de l'étude a été fait pour deux doses. 3 semaines ou 4 semaines après la première dose, on a la deuxième. Donc, évidemment, la compagnie ne peut pas se prononcer beaucoup. Sauf que les données continuent à arriver. Là, ce que l'on sait présentement, avec une dose, on réussit à atteindre quand même un niveau d'efficacité qui frise à peu près 80%. 80% dans un vaccin, là, c'est vraiment très, très bon. Évidemment que si vous avez une première dose, que vous attendez une semaine, c'est pas très long une semaine. Donc, vous allez être un peu protégé, mais pas tant que ça. 2 semaines, c'est mieux, mais c'est pas encore l'idéal. 3 semaines, ça commence à être passablement intéressant. C'est pour ça que vous avez, entre autres, les vaccins qui disent on va attendre 3 semaines ou on va attendre, par exemple, un mois. Qu'est-ce qui arrive si on dépasse le 3 semaines ou un mois? Là, les gens se sont posé la question. Les compagnies ne peuvent pas dire beaucoup de choses là-dessus parce qu'ils n'ont pas encore les données pour appuyer le fait d'une seule dose. L'idée n'est pas de dire on ne donnera pas la deuxième dose. La deuxième dose va se donner éventuellement. Le problème, c'est savoir quand. Alors, les gens vont dire on peut extensionner à 42 jours. D'autres personnes vont dire on peut extensionner à 90 jours. L'immunologie fonctionne sur le principe suivant, c'est que, prenons l'exemple du vaccin contre l'hépatite B, vous avez une première dose, vous avez une deuxième dose qui peut arriver, par exemple, 3 mois plus tard, et vous avez une troisième dose qui peut aller donner beaucoup plus tard. D'habitude, en immunologie, il n'y a pas de problème à dépasser, par exemple, ce que la compagnie dit 3 semaines. Pour eux autres, 3 semaines, c'est un minimum. Il ne faut pas que ça soit donné avant 3 semaines. Dépasser 3 semaines, dépasser 4 semaines, ce que j'ai pu voir encore une fois assez récemment des compagnies, il n'y a pas de problème. Autrement dit, même 90 jours est encore correct. Évidemment, les anticorps diminuent avec le temps. C'est sûr que c'est parfaitement classique. C'est pas juste dans le cas de la COVID. Avec le temps, donc, éventuellement, les anticorps commencent à accuser une baisse. C'est parfaitement classique en immunologie. Mais les cellules mémoire sont toujours là. Donc, les cellules B, les cellules T mémoire sont toujours là. Même si 90 jours plus tard, vous donnez, donc, qui est plus long que ce que la compagnie demande, vous donnez donc la deuxième dose, vous allez avoir ce boost de la réponse immunitaire. Est-ce que le 90 jours maintenant peut être à l'origine de l'émergence de virus résistants? C'est là où on ne sait pas trop. Si je regarde mon collègue Fauci aux États-Unis, Fauci dit il faut être prudent, c'est pas impossible qu'éventuellement ça puisse favoriser l'apparition de variants ou ça peut favoriser l'apparition de résistants. C'est pas tout à fait comme dans le cas des antibiotiques, par contre. Mais c'est une question qui se pose, effectivement. Mais comme je vous disais, 42 jours, 90 jours, d'après ce que j'ai pu voir, ça ne cause pas de problème ou de diminution traumatisante dans les vaccins. Je pense que vous m'entendez.
Docteur, j'ai une question de Isabelle Leclerc. Elle dit, est-ce qu'on peut mélanger une dose de Pfizer avec une dose de Moderna pour obtenir une meilleure protection? C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais expliquer un peu ce principe-là. On est en train de vérifier justement si les vaccins sont interchangeables. Je vous dirais que dans le cas de Pfizer et Moderna, les deux plateformes sont de l'ARN messager. Les deux plateformes fonctionnent avec le virus, avec la protéine S, passablement similaires l'un avec l'autre. Je doute que ces deux vaccins-là ne soient pas interchangeables. Bien, évidemment, c'est moi, là, je vous dis ça comme ça. Il va falloir, comme je vous disais tout à l'heure, attendre les résultats d'une étude qui se penche sur cette question-là. Mais on a des bonnes raisons de penser que le fait d'interchanger un vaccin, jusqu'à une certaine limite, dépendant des vaccins, évidemment, interchanger un vaccin pour un autre, une première dose et une deuxième dose, il semblerait que dans certains cas, ça puisse effectivement booster la réponse immunitaire. Alors, docteur, on va maintenant parler des variants. La propagation des variants du coronavirus inquiète de plus en plus le gouvernement et la population. Et à Québec, on a 11 cas confirmés et officiellement 40 cas à Montréal. Est-ce qu'on devrait avoir peur des 44 à Montréal? C'est ça, les nouvelles de ce matin, c'était 44 à Montréal. Est-ce qu'on devrait avoir peur du variant? Est-ce qu'on devrait rester vigilant et pourquoi? Bon, est-ce qu'on doit avoir peur des variants? Premièrement, je vais tout de suite vous rassurer sur un point. Il existe probablement autour d'une dizaine de milliers de variants du coronavirus. Dizaines de milliers. Donc, c'est pas le virus subit les mutations de façon régulière. C'est classique avec les virus ARN, donc les mutations sont assez fréquentes. Donc, il y a énormément de variants. Il y en a 3 qui nous préoccupent davantage. Et donc, vous avez le variant du Royaume-Uni, vous avez le variant de l'Afrique du Sud et celui du Brésil. Bon, allons-y de façon indépendante. Allons-y avec le variant de UK, donc les Royaumes-Unis. C'est un variant qui est apparu effectivement donc, dans cette région-là particulière. À tout le moins, c'est passablement ce que les données nous disent. Maintenant, les données sont les suivantes. Il semblerait que le variant en question soit plus transmissible. Combien de fois plus transmissible? Bon, 1 fois et demie. On a vu passer, vous avez peut-être vu passer ça dans des journalistes qui coupent les coins ronds, disent que le virus est 70 fois plus infectieux. C'est pas 70 fois, c'est pas 50 fois, c'est 1,5. Donc, à peu près 40 à 50% plus transmissible. On est encore en train d'aller chercher des données là-dessus, mais il semblerait qu'effectivement, il soit plus facilement transmissible. La raison pour laquelle on le sait, c'est qu'on commence à voir disparaître un peu la souche d'origine, puis on voit réaugmenter le variant, donc ce variant-là. On a donc quelques cas au Canada qui, avec raison, préoccupent parce que s'il est plus transmissible, ben, il va falloir probablement s'en inquiéter ou à tout le moins être plus vigilant. Là où c'est beaucoup moins clair, on a vu passer quelques publications qui disent que le virus est plus virulent. Ce que j'appelle le plus virulent, je veux dire, le virus pourrait rendre plus malade. Là, c'est beaucoup moins clair. C'est beaucoup moins certain. C'est pas simplement certain qu'il est plus transmissible, ça l'est beaucoup moins qu'il soit plus virulent ou donc qu'il puisse rendre plus malade. Donc, il faut être vigilant pour ce virus-là. C'est la raison pour laquelle on fait soit du séquençage ou du criblage. Ce sont des termes techniques que je pourrais éventuellement expliquer dans une publication auquel vous pourrez avoir accès. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut déterminer dans quelle mesure le variant apparaît dans la population et à quelle vitesse il se propage. Je ne suis pas particulièrement inquiet. Je suis vigilant, mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir présentement. On regarde aller les choses, mais ce n'est pas une catastrophe. Même à l'endroit où le virus se retrouve à être le variant se retrouve à être plus important, ce n'est pas une catastrophe. Le virus, oui. Ben, c'est ça la question. Je voulais juste savoir, est-ce que la vaccination pourrait-elle alors contribuer au ralentissement de ce nouveau variant?
Oui, parce que si vous prenez ce variant-là en particulier, Moderna, Pfizer, AstraZeneca sont efficaces contre ce variant-là. Il y a une petite diminution de l'efficacité du vaccin, mais la petite diminution n'est pas suffisante pour empêcher le virus de rendre malade. Donc, il fonctionne très bien pour ce variant-là. Le problème qui existe, c'est avec le variant de l'Afrique du Sud. Là, il y a le doute qu'il est possible qu'il puisse contourner, par exemple, certains vaccins. Ça, c'est un peu plus préoccupant pour ce type de variant-là, et surtout avec le AstraZeneca. Mais comme je vous disais, avant de paniquer, avant de s'empêcher de dormir, on va regarder aller les choses. Je vais vous tenir au courant de savoir comment ça évolue. Mais comme je vous dis, je me couche le soir et ça ne m'empêche pas de dormir, là. OK. Est-ce qu'on peut répondre à la question de Odette Brisson, docteur? Est-ce qu'il faudra refaire le vaccin chaque année? Bon. Est-ce que, autrement dit, comme le vaccin de la grippe, est-ce qu'il faudrait avoir une vaccination annuelle? C'est probable. C'est fort probable, mais ce n'est pas encore sûr. C'est-à-dire qu'il faut regarder, encore une fois, les données qui entrent pour déterminer pendant combien de temps est-ce que la protection va être assurée. Notre recul n'est pas très grand. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le vaccin a été donné, on n'a pas plusieurs années, là. On a plusieurs mois, oui, certainement. Donc, on peut se prononcer sur plusieurs mois. Et donc, présentement, on peut se dire, bon, ben, l'immunité, fort probablement qu'elle va être bonne pour 1 an au minimum, mais peut-être que ça sera plus. Et on va regarder encore une fois de quelle façon les études vont nous informer là-dessus. On va juste Les rajouter allergies à la pénicilline, oui, les allergies à la pénicilline et les sulfamides et le vaccin. Écoutez, c'est la première fois que je vois apparaître cette préoccupation-là. Il ne devrait pas y avoir aucune réaction croisée entre les deux. C'est des allergies. Les allergies impliquent des réactions croisées avec des antigènes qui sont similaires. C'est deux choses complètement différentes. Est-ce que la réponse immunitaire est seulement humorale ou est-ce qu'il va y avoir une réponse cellulaire? Il y a les deux. Évidemment que ce qui est plus facile à mesurer, c'est la réponse en anticorps. C'est ce qui agit tout de suite. On veut beaucoup d'anticorps pour qu'ils puissent se rendre au niveau des poumons, pour qu'ils circulent un peu partout où on va en avoir besoin. Donc, la réponse humorale, c'est ce qu'on cherche en priorité. Mais on sait que ces vaccins-là aussi induisent une forte réponse en lymphocytes T cytotoxiques. Les lymphocytes T cytotoxiques vont faire quoi? Ils vont faire ce que les anticorps ne peuvent pas faire. Ils vont prendre une cellule infectée, le T cytotoxique va s'accrocher, puis il va détruire la cellule infectée pour la faire exploser. Là, les virus, s'il y en a, il y en a fort probablement, ils vont être libérés, puis là, les anticorps vont ensuite les prendre en charge. Donc, les deux réponses existent, donc anticorps et cellulaires. Mais avant de répondre à la prochaine question, docteur, j'aimerais juste demander à toutes les personnes qui nous écoutent d'aimer et de partager la transmission. C'est très important. Fait que, s'il vous plaît, aimez et partagez avec vos collègues pour que l'information se rende à plus grand nombre. Alors, je vous laisse répondre à la prochaine question, docteur. OK. Au niveau des effets secondaires. Bon, évidemment que pour tout vaccin, peu importe qu'il soit COVID, influenza ou autre, il y a toujours des effets secondaires possibles. C'est clair. On ne peut pas contourner le principe que des effets secondaires vont survenir. Les effets secondaires que l'on a pu voir apparaître avec les vaccins, donc principalement le recul qu'on a majoritairement, c'est au niveau du Pfizer et de Moderna. Les effets secondaires sont rares. Mais entendons-nous, les effets secondaires, c'est que pour chaque personne, un effet secondaire peut être un peu différent. Une personne dit, ben, je me suis fait donner le vaccin, j'ai eu mal dans le bras pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ça, c'est un effet secondaire. Bon, pour une personne, ça peut être un effet secondaire. Pour une autre, on va dire, ben, c'est pas un effet secondaire. Évidemment que pour la compagnie, c'est un effet secondaire. Pour une compagnie qui développe un vaccin, il regarde tout ce qui arrive. Une personne se fracture une dent pour une raison ou pour une autre, c'est colligé dans le livre de la compagnie Pfizer ou de Moderna.
Donc, les effets secondaires, la majorité des effets secondaires démontrent que ce sont des effets secondaires mineurs. Il y a de la fièvre. Donc, il peut y avoir de la fièvre. Ça, c'est clair. Il peut y avoir ce qu'on appelle un syndrome grippal. La personne se sent fatiguée. La personne peut avoir un peu de fièvre. La réponse immunitaire en tant que telle, toute seule, induit des manifestations que certaines personnes vont sentir et que certaines autres personnes ne vont pas sentir. Ce que l'on a pu détecter aussi, c'est que lorsque la deuxième dose est donnée, il semblerait que les effets secondaires, c'est-à-dire les inconforts au niveau de la douleur, au niveau de la fatigue, de la fièvre ou des effets secondaires, je vous dirais, relativement modérés, il semblerait que dans le cas de la deuxième dose, il y a plus de ce genre d'effet-là. Pourquoi? Parce que classiquement, votre deuxième dose va booster votre réponse immunitaire. Donc, beaucoup plus de cellules immunitaires vont être activées. Alors, évidemment, il risque d'y avoir à ce moment-là une perception qui est plus importante. Et encore une fois, ça va varier d'une personne à une autre. Comme je vous ai déjà mentionné, avant d'aller en Afrique en 2009, j'ai eu 6 vaccins. Je n'ai eu aucun effet secondaire. Bon, certaines personnes auraient pu en avoir, mais moi, j'en ai pas eu. Dans les effets secondaires un peu plus, en fait, qui sont plus préoccupants, on a vu passer les problèmes d'une allergie ou d'une allergie plus sévère chez certaines personnes. Ces cas-là sont très rares, mais ils peuvent survenir. Ils, d'habitude, vont survenir dans à peu près les 15 premières minutes suite à l'introduction du vaccin. C'est une réponse qui est normalement assez rapide. Et c'est pour ça que lorsque vous recevez un vaccin, peu importe lequel, les gens vous disent, vous allez vous asseoir, puis vous restez là 15 minutes. Et vous restez là 15 minutes parce qu'il peut arriver quelque chose. Et si normalement il arrive quelque chose de sérieux, ça se passe d'habitude dans les premières 15 minutes. Est-ce que les personnes qui ont le diabète ou d'autres maladies sont plus sensibles à présenter des réactions suite à la vaccination? Je n'ai pas rien vu passer sur cette question-là. Alors maintenant, docteur, on va parler de que hier, on a reçu un communiqué de l'Ordre des changements apportés aux documents intérimaires mentionnant le retrait du masque KN95. Je pose tout de suite la question de Madame Sylvie Gadebois, qu'elle dit dans un autre ordre d'idée, que pensez-vous de l'abandon du masque KN95 au détriment du masque de procédure de niveau 3 à ce point où les variants sont présents? Écoutez, ça n'a pas rapport avec les variants. Écoutez, je vous dirais que ce soit un KN95, un N95, un masque de procédure niveau 3, variant, pas variant, pour moi, ça ne fait aucune différence. Qu'est-ce que je pense du retrait du KN95? Je pourrais en débattre de long et en large. C'est une décision, je pense, qui est valable, qui tourne autour du fait que le KN95 n'assure pas. En fait, ce n'est pas un appareil de protection respiratoire. Parce qu'on ne peut pas bien faire un fit test. Il y a certains KN95 qu'on peut bien fit tester, mais beaucoup non. Alors, les organismes de réglementation, eux, ce qu'ils regardent, est-ce que c'est une protection respiratoire suffisante? Ils vont dire, ben non. Si vous voulez avoir une protection respiratoire suffisante, c'est un N95. Et à ce moment-là, on va réserver le N95 pour les situations où vous avez, par exemple, des patients qui seraient confirmés ou très fortement suspectés d'être COVID. On va retirer le KN95 qui représentait toute une série d'embêtements administratifs, puis on va y aller maintenant avec le masque de procédure de niveau 3, qui dans les situations où vous n'êtes pas une clinique COVID, vous ne traitez pas de patients COVID, à ce moment-là, le masque de niveau 3 est suffisant pour vous assurer une protection en même temps que tout ce que vous introduisez comme autre procédure. Donc, cette mesure-là vise essentiellement à se débarrasser du KN95 qui représentait une pomme de discorde un peu dans différents organismes. Donc, pour moi, ça ne crée pas un problème majeur parce que j'ai toujours, je suis un fort partisan du masque de procédure de niveau 3 dans les situations où vous n'êtes pas en situation COVID, vous ne traitez pas des patients COVID, vous gérez vos aérosols, gérez
toutes les procédures de contrôle des infections. J'ai la question de Jennifer. Elle vous demande, est-ce que le KN95 sont efficaces contre les nouvelles souches de COVID-19, par exemple, car les dentistes et les hygiénistes sont exposés à des aérosols d'un patient asymptomatique? Mais là, on ne parle plus de KN95 et il doit être retiré pour cette question. Je vais mettre les choses au clair, là. Le KN95 est un excellent masque. Je n'ai pas de problème avec ce masque-là. Il assure une excellente protection. Le problème n'est pas qu'il n'assure pas une excellente protection, c'est qu'il ne peut pas être fit testé. Là, il y avait une espèce de confusion entre le N95 et le KN95 au niveau de la CNESST, au niveau de différents organismes qui disaient ben, le KN95, il y a des masques qui peuvent être contrefaits, il y a des masques qui ne peuvent pas être bien fit testés. Donc, on va laisser tomber les KN95. Ceci étant dit, écoutez, si vous avez des KN95, évidemment que vous devez suivre la réglementation en termes de ce que le ministère vous dit, ce que là, vos ordres vont dire. Si vous avez des KN95, j'en ai des KN95 chez nous. Si je vais à l'épicerie, si je vais dans un endroit, je n'ai aucun problème à porter des KN95. Ce sont des bons masques, et c'est une question de réglementation essentiellement. Docteur, j'ai une question de Nathalie. Elle veut que tu le rassures. J'arrive pas à comprendre comment le vaccin peut être plus efficace qu'avoir attrapé la maladie. Pouvez-vous me rassurer que le vaccin est plus efficace que le combat? Bon. Est-ce que d'avoir un vaccin est plus efficace que d'attraper la maladie? Non. Une personne qui a développé la maladie, qui a guéri, évidemment, va avoir développé des anticorps au même titre que si elle avait été vaccinée. C'est pour ça qu'on dit que même une personne, par exemple, qui aurait eu la COVID une première fois, ben, elle pourrait avoir la deuxième dose d'un vaccin. Elle pourrait dire, ben, je vais faire comme si c'était un vaccin. Donc, c'est comme si je l'avais eu une première fois, puis je vais y aller avec une deuxième dose, par exemple. Il n'y a aucun problème à se faire revacciner après avoir eu la COVID. Donc, autrement dit, que vous ayez eu la COVID ou que vous ayez eu le vaccin, la protection est fort probablement à peu près la même. La différence entre les deux, c'est que la COVID, si vous avez été infecté par la COVID, c'est que là, vous avez plusieurs anticorps contre plusieurs antigènes du virus, alors que le vaccin, on va aller chercher quelque chose de très précis. Mais les deux vous assurent une très bonne protection. Docteur, il nous reste que 3 minutes. Alors, on va aller rapidement pour les questions, les dernières questions. Répondez à Megan Franqueur. Les effets neurologiques, je ne peux pas répondre à ces questions-là, pas parce que je ne veux pas y répondre, c'est que je n'ai pas suffisamment de données là-dessus, je n'ai pas vu passer des données qui me permettraient de me prononcer là-dessus. Excellent. J'ai Lauriane Lamont. N'est-ce pas la base de tout principe de l'asepsie de considérer tout le monde comme infectieux? Oui, c'est toujours vrai. Ça sera toujours vrai aussi. Mais on est dans une situation particulière qui demande des précautions et des protocoles particuliers. Évidemment, vous pourriez dire, oui, ben on va considérer toute personne comme étant porteuse du virus de la COVID. Il peut y avoir une certaine logique, mais il faut à un moment donné que ça soit tenable au point de vue de la pratique. Ce que l'on sait, là, écoutez, vous avez appris que les personnes asymptomatiques peuvent transmettre le virus, mais les données sont très claires là-dessus. La transmission se fait d'habitude dans des premiers jours d'apparition des symptômes. Pourquoi est-ce qu'on disait que les personnes asymptomatiques pouvaient transmettre beaucoup plus la COVID? Parce que des personnes qui sont n'étant pas malades peuvent se promener plus. Il y en a beaucoup plus de ces gens-là. Donc, il aurait semblé qu'à ce moment-là, il était plus possible de transmettre l'infection. Mais encore une fois, dans une situation clinique, vous ne traitez pas de patient COVID, faites comme si il n'y en avait pas de patient COVID. Et avec les protections que vous allez utiliser, celles qui sont dans le guide, vous êtes protégé. Alors, rapidement, une réponse pour Sophia Son. Comment expliquer alors l'obligation du port de l'appareil respiratoire pour tous les travailleurs de la santé en zone chaude? C'est pas pareil, la zone chaude. Là. La zone chaude, c'est que vous avez là des patients qui sont confirmés, qui sont malades. Des personnes qui toussent, c'est des personnes qui sont symptomatiques et qui vont, par exemple, générer beaucoup d'aérosols.
très, très différent d'une clinique dentaire, par exemple, où vous ne traitez pas de patients COVID. C'est sûr, vous générez des aérosols, mais il n'y a pas de virus dans l'air. Ou s'il y en a, il y en a très peu. Donc, bien distinguer une zone chaude d'une zone rouge. La zone rouge, par exemple, c'est Montréal, c'est une zone rouge. Mais la faculté de médecine dentaire à l'Université de Montréal n'est pas une zone chaude. Donc, il faut bien être sûr de distinguer les deux. Et voilà, on arrive vraiment à la fin. Docteur Barbeau, c'est toujours très intéressant. Puis c'est jamais suffisant. C'est pour ça que je vous dis, docteur, il faut que je vous réinvite encore une autre fois pour un autre live. Ça va être la demande de toutes les personnes qui nous écoutent ce soir. Merci infiniment de votre disponibilité. Vraiment toujours agréable de vous parler, docteur. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à quasiment 400 personnes qui vous écoutent ce soir? Ben, je vais vous dire que je vois l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme qu'il y a quelques mois. Faites-vous vacciner, honnêtement. Évidemment, le vaccin n'est pas obligatoire, mais faites confiance à la science. Les vaccins qui sont sécuritaires. Quand il va arriver, faites comme moi, faites-vous vacciner. Et en faisant ça, on va arriver au bout avec les nuages qui vont se dégager. Et Exact. prenez soin de vous. Exact. Alors, effectivement, on va vraiment finir avec cette phrase-là. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui étaient présentes jusqu'à la fin avec nous. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre live. Alors, je vous dis bonne soirée et merci. Bye bye. Au revoir tout le monde.